Pourtant, voilà, en plus, vous avez fait référence au féminisme. Le féminisme, ça a permis de pousser les femmes dans la société de consommation, dans le capitalisme à outrance, et que les femmes puissent accepter leurs conditions féminines à travers le libéralisme, Mais pas forcément. en oubliant Je vous tout rappelle ce qui que la faisait leur plupart, spécificité, je vous rappelle que la plupart pour les mettre au niveau d'une des- pseudo-égalité avec les hommes. Alors, On a presque vraiment, envie de les envoyer sur les chantiers navaux, ces féministes-là. je vous rappelle aller que taper des la boulons pour plupart- voir. Je vous rappelle que la plupart des théoriciennes féministes sont d'origine marxiste en France. Rappelons-le quand même. Les plupart des féministes. Oui, des grandes théoriciennes françaises Oui, du féminisme, finalement, sont très proches du marxisme. François Giroud, etc. De Simone de Beauvoir Simone jusqu'à de Christine Beauvoir. Delphi, Ouais, par elles exemple. appartiennent toutes à une certaine classe, quand même, supérieure. Mais c'est le Ce matérialisme, sont pas bien pas des souvent. pauvres ouvrières. Ah bah, tous les théoriciens de toutes les disciplines, à ce moment-là, évidemment. Ouais. Et Oui, là, mais le féminisme, c'est quand même un apanage réservé quand même à une forme de femmes d'une certaine élite. J'ai envie de dire qu'il y avait presque le temps c'est vrai pour pour ces tous les problèmes-là. théoriciens. Dans tous les domaines, tous les théoriciens, c'est rarement les prolétaires qui font des théories. Parce qu'on leur donne pas la parole, déjà, non pas parce qu'ils peuvent pas, mais parce qu'on leur donne pas la parole. Ça, c'est évident, ce que vous dites. Non, ce que je dis simplement, c'est que l'émancipation des femmes est quand même une chose essentielle. Je vous rappelle que le droit de vote n'était pas acquis pour les femmes en France avant l'après-guerre. Tout à fait. Donc il a fallu qu'il y ait des gens qui se battent pour avoir ces droits-là. L'accès à la contraception, l'égalité salariale, voilà des combats essentiels qui ont été menés par des femmes. Et je ne vois pas pourquoi on dirait à ces femmes-là, c'est de votre faute si la lutte contre le capitalisme n'a pas avancé. Elles ont une responsabilité. Alors donc, les féministes ne devraient pas se battre, on devrait accepter l'absence de droit de vote pour les femmes, on devrait accepter les inégalités salariales. Non, et c'est pas dire- ça. C'est dire que, c'est-à-dire qu'en fait, de porter les combats comme ils le sont en fait sur le plan communautaire, sur voilà, que ce soit la lutte des femmes ou les luttes Donc les communautaires. féministes n'auraient pas dû exister. Bah, c'est au moins ça a eu pour effet, en tout cas, de déplacer tout le combat, le combat politique. Et aujourd'hui, la lutte sociale, donc c'est la faute- elle a été abandonnée. Donc c'est la totalement. faute des féministes si la lutte sociale a été abandonnée. Bah, au profit de cette lutte-là. C'est-à-dire que la lutte sociale est abandonnée au profit d'une lutte communautaire. Voilà. Et vous pensez que les combats féministes qui ont été menés n'étaient pas une bonne chose en soi? Sur certains aspects, oui, mais je pense que Ah. en fait, je pense que on Je me demande arrive. si c'était pas un petit peu macho, finalement, Non, dans pas ce du que tout, vous pas du dites. tout, pas du tout, pas du tout. On est Je me demande si arrivé. le fait que vous soyez un homme n'a pas un rapport avec votre vision un peu spéciale Non, pas du tout. que vous avez du combat féministe. Pas du tout, pas du tout. Je pense que les combats qui ont été portés certainement au début, c'était très bien. Ah, mais quand même. Aujourd'hui, je sais pas, par exemple, quand je vois Caroline Forest ou Isabelle Alonso, je ne vois pas de quoi elle me parle. Je ne comprends Alors, pas. c'est évidemment deux figures très controversées que vous avez choisies. Ah bah, Enfin, c'est les figures du féminisme actuel. mais il y a pas- moi, je parle de Les Christine Delphi, fémènes par dont on exemple. parlait tout à l'heure, elles font partie du féminisme actuel. Moi, je vous parle de Christine Delphi, par exemple. Voilà, mais par exemple, les fémènes, ce sont des égéries absolues du féminisme moderne. Du féminisme médiatique. Ah oui, mais elles sont censées porter, entre guillemets, ces nouvelles causes des femmes Qui qui l'a seraient dit se balader seins nus pour prouver Mais quoi qui que a je dit ça fasse. C'est les médias qui ont dit ça. Mais faut Ah pas bah croire- les médias faut l'ont pas croire tout ce décrété. que disent les médias. Oui, oui. Puis Guillaume Soros. Il faut pas croire tout ce que disent les médias ou Mais- Guillaume Soros. Mais- Moi, je pense que quand on travaille sur le féminisme, on travaille sur les textes fondamentaux, on lit Simone de Beauvoir, on lit Christine Delphi, et on ne s'arrête pas forcément aux femelles. Ouais, mais ce sont les nouvelles égéries, on va dire, quand même, de ce féminisme. En tout cas, je crois qu'une société juste ne peut pas être juste uniquement sous 2 ou 3 rapports. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les rapports entre riches et pauvres. Les rapports hommes-femmes sont marqués aussi par la violence. Vous savez, il y a des centaines de meurtres conjugaux chaque année, de violences sexistes. Bien Ça sûr. aussi, c'est une dimension à prendre en compte. Il fallait qu'il y ait des gens qui se battent et qui continuent à se battre pour ça. Donc, il y a cette dimension-là de la violence sociale. Il y a la violence raciale, il y a la violence antisémite, il y a la violence homophobe, il y a la violence... Voilà, il y a toute forme de violence. Et donc, il faut qu'il y ait des gens dans plusieurs secteurs de la société pour traiter ces questions qui sont relativement diverses. Ouais, mais le fond, je veux dire, la fondation qui tient tout ça, comme je dis, le noir, le blanc, l'arabe, ils vont se rejoindre dans un intérêt de classe qui va Parfois. transcender justement cet intérêt communautaire. Parfois, pas toujours, parfois. Ils vont quand même, je veux dire, tout à l'heure on parlait justement du communautarisme, tiens, dans les quartiers. Effectivement, dans le 16e, on va retrouver des noirs, des blancs, des arabes, Ouais. mais qui vont absolument être dans le même intérêt de classe. Donc il y aura aucun problème communautaire entre guillemets. Croyez-vous?
Parce que vous pensez que le 16e arrondissement, les Blancs riches ne regardent pas les Noirs riches avec une certaine attitude? Vous êtes trop naïf. Ah non, j'en ai rencontré, mais j'en connais, moi, des Noirs riches. Je connais des Noirs très très riches. Et, même je peux Barack vous assurer Obama, qu'ils sont parfaitement intégrés dans la société blanche de leur quartier, parce c'est ce que qu'ils justement, croient, ils appartiennent à la c'est ce même qu'ils classe. croient jusqu'au jour où. Oui, mais on pourrait dire la même chose des Blancs pauvres et des Noirs pauvres. Mais Alors, dans voilà, le donc même c'est pour ça quartier, que je vous donc dis, il n'y a pas de raison de hiérarchiser au fond les combats. Le combat pour les inégalités, contre les inégalités économiques, il est essentiel. Je suis complètement d'accord avec vous. Mais le combat sur les violences de genre, quand je vous dis qu'il y a des centaines de femmes chaque année qui meurent dans le cadre de violences de genre, de violences sexistes, ça aussi c'est quand même un vrai problème. J'ai pas envie de dire que ce combat est moins important que les combats économiques, etc., etc. Donc il n'y a pas de raison de hiérarchiser. Tous ces combats doivent être menés. Et ce n'est pas intéressant, à mon avis, ce n'est même pas démocratique de vouloir dire votre combat est plus important que l'autre. Celui-ci, c'est votre faute, ça n'a pas avancé. Ouais. Je crois que c'est une fausse vision de ce qu'est une démocratie. Dans une démocratie, il y a effectivement une pluralité de combats, une pluralité de causes. Il n'y a aucune raison de dire que oui, mais on est passé du social au sociétal. C'est ça que tu veux Non, dire. les deux doivent aller de pair. C'est ça que j'explique. Oui, mais ça ne va pas, parce que, par exemple, moi je prends par exemple l'action de la gauche française, voilà, qui s'était fait les défenseurs, on va dire, justement, de la lutte sociale depuis 100 ans dans ce pays. Ils l'ont complètement abandonné au profit des luttes sociétales, et justement au profit de ces luttes pour l'égalité des sexes, contre le racisme, etc. Enfin, assez peu, hein, soyons clairs. Ah ouais, la gauche, Ah, c'est officiellement. Officiellement, dans le discours. officiellement. Dans le Ils ont discours. créé SOS Racisme, qui Dans le est discours. quand même... SOS Avec Racisme, c'est l'ancêtre du CRIF, non Du CRAN, un peu, non? Oh, pas tellement. Pas tellement. Vous trouvez pas qu'il y a un lien de parenté, un peu une espèce de filiation, j'ai envie de dire, Alors, oui, naturelle? il y a des liens parce qu'il s'allie contre le racisme. Enfin, c'est quand même assez différent. Enfin, oui, bien sûr, on pourrait dire que le Parti socialiste a créé SOS Racisme. Voilà, mais tout le monde le voit bien et tout le monde le sait. C'est plutôt dans les mots. Car on peut pas dire que le Parti socialiste ait lutté contre le racisme en France de manière sérieuse. Ah non. La preuve. Ah non, on le voit bien. Mais ils sont dans une schizophrénie. Parce Donc, que, en fait, là, vous essayez d'opposer finalement race contre classe. Hein, c'est une opposition un peu classique, un peu naïve, franchement. Bah non, c'est là pas très où, naïf, quand ça on regarde arrête. bien, le Parti socialiste a fait semblant d'être un parti luttant pour les ouvriers, mais pas du tout en réalité, on le voit bien depuis longtemps, personne n'y croit plus, et il a fait semblant de lutter contre le racisme, et il l'a pas fait du tout non plus. C'est la même chose. Est-ce que vraiment quelqu'un peut croire sérieusement que le Parti socialiste en France a lutté contre le racisme? Bah en tout cas, c'est personne ce ne qu'ils tentent de faire C'est croire. bien sûr, mais vous n'êtes pas dupes. Ouais. Donc ni d'un côté ni de l'autre, ils n'ont été vraiment sérieux. C'est ce que je dis. Oui, mais parce qu'ils sont Mais voilà. hypocrites, le Parti Bien socialiste. sûr. Donc ne dites pas qu'ils ont été très mauvais sur la lutte contre la pauvreté ou l'exclusion, les questions socio-économiques, et très bons de l'autre côté. En réalité, Ah la non, vérité, non, pas très très c'est bons. qu'ils ont été très mauvais des deux côtés ou très Ah non. hypocrites des deux côtés. Moi, je dis très hypocrite dans la mesure où, pour moi, ayant abandonné la lutte sociale, pour Ils n'ont gagner leur réservoir de voix, Mais ils n'ont ils pas sont allés plus- sur ce plan Mais ils n'ont sociétal. pas plus fait de choses de Ah l'autre bah, côté. ça leur a permis de conserver une forme de pouvoir dans les banlieues. Aujourd'hui, Franchement, aujourd'hui, qui est dupe? Ah bah c'est en train, ce rêve-là, Ça fait longtemps. Ah bah ce paradigme est en train de s'effondrer. Mais c'est très ça fait récent. longtemps. Moi je dirais que Ça c'est fait récent. Ça fait pas longtemps qu'il est en train de s'effondrer. Par La exemple- gauche perd effectivement de vitesse dans les banlieues parce que ce paradigme-là est en train de s'effondrer. Mais la gauche a misé, on le voit. Moi les mairies de banlieue, je le vois, vous le savez Elle très a bien. misé, bien sûr. Elle finance les associations. Elle a misé sur la lutte communautaires. contre le racisme, Voilà. mais personne n'y a jamais cru, à part vous. Oui, mais ça leur a. Ah non, bah, personne n'a jamais cru, mais ça leur a servi de tremplin. Mais ils disent pareil sur ça le leur a monde- servi mais pour, sur les pour ouvriers, mener leur c'est pareil. assise. Pareil, dans le monde ouvrier, ça fait longtemps que la France, la France de gauche fait croire aux gens que elle travaille, sinon dans la lutte des classes, mais pour réduire les inégalités économiques. Bah, ils mais ne c'est croient pas vrai. plus. Bah, les ouvriers votent Front National aujourd'hui. Parce que exactement. justement, ils ne croient plus à ça. C'est ce que je vous dis. Oui, les ouvriers n'y croient Ah plus. ben pareil, sur la lutte contre le racisme, personne n'y croit plus depuis très longtemps. Parce qu'il y a parce qu'à gauche, en plus, moi, je taper un peu sur la Si vous gauche. voulez, mais il y a- l'ouvrier noir, par exemple, Ouais. on s'en fout de savoir, finalement, s'il est exclu du monde du travail parce qu'il est ouvrier et qu'on a désertifié le monde de l'industrie, ou s'il est exclu parce qu'il est arabe. J'ai pas, vous voyez, l'ouvrier arabe ou l'ouvrier noir, est-ce qu'il devrait dire je dois me séparer en deux,
la lutte contre le racisme n'a pas d'importance, ce qui importe, c'est la lutte pour les ouvriers. Qu'est-ce qui est le plus important? Parce que la lutte, les deux, mon colonel. Parce que la lutte contre, oui, mais je suis d'accord. Les deux, parce que quand il est exclu parce qu'il est arabe, il a besoin de la lutte contre le racisme, et quand il est exclu parce que les ouvriers n'ont pas leur place dans ce pays, eh bien, il a besoin effectivement de syndicats. On a besoin des deux. Ouais, mais pour pouvoir se retrouver dans un syndicat, justement, c'est bien là, donc c'est plus important parce que c'est dans le syndicat qu'il y aura Vous faites des hiérarchies qui n'ont pas de sens. C'est pas des hiérarchies, mais au moins dans le syndicat, on va faire éclater les communautés. On va se retrouver autour d'une cause. On est plus là parce que l'autre est noir ou l'autre est arabe. Et quand il va être dans un syndicat où il va se faire virer de l'entreprise, Renault par exemple, Renault a organisé le licenciement de milliers d'ouvriers dans les années 80. Et on a sous-traité au syndicat cette exclusion. Et comme par hasard, c'est tombé d'abord sur les Noirs et les Arabes. Bon. Eh bien, est-ce que c'est les syndicats qui pourront demain lutter? C'est connu. Franchement, les syndicats n'ont pas toujours été à la pointe du combat contre le racisme ou contre les discriminations. C'est même pour ça qu'il y a des associations comme le CRAN ou des associations féministes ou homosexuelles ou juives ou tout ça qui se sont constituées. Donc, il est certain que si vous avez un problème purement d'ouvriers, vous allez trouver les syndicats. Mais si vous êtes un ouvrier arabe et que vous êtes discriminé dans l'entreprise, ça ne sera pas toujours évident d'être aidé par le syndicat. Et c'est pour ça que vous avez des associations comme la Maison des Potes, qui fait des procès très importants d'ailleurs pour des entreprises, parce que beaucoup d'entreprises, les Marocains de la SNCF par exemple, eh bien ils ont des statuts qui sont tout à fait iniques, qui sont illégaux, et d'ailleurs qui sont condamnés, et ça c'est pas forcément les syndicats qui feront ce combat. Par exemple au niveau justement des procès, vous avez parlé des associations. Les associations, aujourd'hui, elles ont un pouvoir démesuré. Elles attaquent systématiquement à UADIA dès qu'elles ont un problème avec les propos d'une personne, etc. Est-ce qu'on n'est pas aussi dans le règne de la dictature des associations? Je pense en particulier au CRIF, je pense à la LICRA. Vous avez l'air vraiment que le CRAN va pas s'inscrire dans cette tradition. Vous avez l'air tout à fait opprimé, mon pauvre. Ah ben je le suis. Moi-même, j'ai été poursuivi. Pas pour mes propos, mais pour les propos de certains invités. Bon, certes, mais... Non, vous savez, par exemple, je sortais de la question du racisme parce qu'on va croire qu'il n'y a que ça. Cette question de l'homophobie, j'avais une discussion avec quelqu'un qui me disait exactement la même chose. Les associations homosexuelles font des procès, on ne peut plus rien dire aujourd'hui. Et j'ai dit à cette personne, savez-vous, depuis 10 ans, combien de condamnations pour propos homophobes il y a eu en France? Et je vous pose cette question à vous. Non, je crois pas. Dites un chiffre en ordre de grandeur. Parce qu'on ne peut pas rien dire. Alors, je sais pas, vingtaine, je sais pas. Zéro. Depuis 10 ans, pardon, la loi sur les propos homophobes a été votée le 31 décembre 2004. Donc ça fait maintenant plus de 10 ans qu'elle existe. Il y a eu en France 0 condamnation pour propos homophobes. 0. Voilà. Peut-être qu'il n'y en a pas eu. Donc, vous voyez, en fait, on vit sur des fantasmes. Beaucoup de gens veulent croire ou veulent faire croire les procès, on ne peut rien dire. Mais les condamnations, je vous dis, il n'y en a pas. SOS Racisme. Très peu. Le CRIF. Très peu. Je n'ai pas les chiffres sur le racisme. LICRA, on est en train de travailler. Constamment. Nous sommes en train de travailler pour avoir les chiffres précis du nombre de condamnations. Donc là, je peux pas vous donner ce chiffre. On est en train de travailler dessus. Mais je peux vous dire sur le sexisme, sur les propos sexistes, c'est moins de 10 par année. Sur l'homophobie, c'est 0 par année depuis 10 ans et ça n'a pas changé depuis 10 ans. Ça, j'ai pas encore les chiffres, je suis en train d'enquêter là-dessus, je vous dis. Mais quand je les aurai, je vous les donnerai, il n'y a pas de problème. Mais beaucoup de gens croient qu'il y a des condamnations tous les jours sur toutes ces questions de discrimination en France. Je vous donne un exemple très précis sur les propos homophobes. Depuis 10 ans que la loi existe, il n'y a pas eu une seule condamnation. Pas une seule. Une fois, il y a eu... Peut-être qu'il n'y a pas eu lieu à la condamnation. Qui a tenu des propos homophobes vous allez me dire que pendant la loi sur le mariage pour tous, vous n'avez entendu aucun propos homophobe en France. Par exemple, la seule personne qui a été mise en cause véritablement... Public, pas privé. Bien sûr, mais ça arrive tous les jours, des propos publics homophobes. Enfin, c'est l'évidence. Alors, il y a par exemple Monsieur Van Est, bien sûr, de sinistre mémoire, mais que nous avons eu invité ici en plus. Eh bien, décidément, il a refusé d'en parler de cette affaire, mais bon, c'est pas grave. Il avait affirmé que l'homosexualité est une menace pour la survie de l'humanité. Tout à fait. Ça me paraît un propos quand même assez homophobe. Il a été condamné en première instance, et en deuxième instance, il a fait appel et il a été relaxé. Mais est-ce que c'est pas une opinion? Eh bien, si ça c'est pas un propos homophobe, franchement, je ne sais pas ce que c'est qu'un propos homophobe. C'est une insulte. C'est quelqu'un qui insulte, qui dit des propos injurieux. C'est ça que on appelle. Ce propos a été jugé homophobe en première instance et ensuite en seconde instance non. Enfin, peu importe. Mais je trouve que c'est une opinion. C'est une opinion. C'est une opinion. Ce que je veux dire, c'est que
en 10 ans en France, qu'il n'y ait eu aucune condamnation pour propos homophobes, en dit long sur l'état des condamnations. Et quand les gens disent il y a des condamnations tous les jours en matière de racisme ou de propos homophobes, etc. Racisme, sur le racisme, je vous donnerai les chiffres et vous serez probablement surpris. Et sur l'homophobie, je vous donne le chiffre, c'est 0. Et racisme, moi j'inclus l'antisémitisme dedans. Oui, bien sûr. Parce que c'est quand même, ces associations, elles attaquent à tour de bras. C'est quand même, c'est pas. Est-ce que c'est leur rôle déjà? Quand j'aurai les chiffres, ah bah c'est leur rôle, ça fait partie de leur statut. Non, mais c'est pas, c'est pas une façon d'aller taper au portefeuille. Parce que du coup, ça fausse le débat. Ça veut dire que dans le débat politique français, dans le débat public, il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas aborder parce qu'on marche sur des œufs. Mais c'est faux, regardez un peu tous les propos qui sont tenus contre Madame Taubira tous les jours. Mais ils ont été condamnés par les... Alors voilà. Et malgré les condamnations. Mais Madame Taubira, quand on l'insulte sur un pauvre tweet, immédiatement la personne a fait de la prison ferme. Eh bien, qui a fait de la prison ferme? Vous parlez de Madame Anne-Sophie Leclerc? Voilà. Eh bien, vous allez quand même vous n'allez pas me dire que les propos qu'elle a tenus ne sont pas racistes. Oui, mais elle a fait de la prison ferme. Je veux dire, on en a entendu d'autres des propos racistes. Je ne crois pas qu'elle ait fait de la prison ferme. Condamnés. Elle a été condamnée à la prison ferme. Elle a été condamnée à la prison ferme, en tout cas. Mais elle n'en fera pas. Grâce à la loi Taubira. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Par ailleurs, je crois qu'il serait temps qu'on prenne au sérieux dans ce pays les valeurs républicaines. C'est marqué sur la Constitution. Hein, l'article 1 parle de l'égalité. Dans notre devise, c'est marqué liberté, égalité, fraternité. Il me semble que la notion... aussi que la République ne reconnaît aucune race ni communauté. Oui. Nous avons indiqué... Donc faire des statistiques ethniques, c'est contraire à la loi de la République. Mais pas du tout, puisque je vous l'ai déjà indiqué. La preuve, c'est qu'il n'y a jamais de condamnation. Ouais, mais peut-être parce qu'il n'y a pas d'association inverse, peut-être. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui auraient bien voulu chercher à nous condamner, ils n'ont pas réussi. Il n'y a pas l'association des anti-communautaires, par exemple. Peut-être qu'elle Je peux vous assurer que beaucoup de gens sont opposés aux statistiques ethniques et qu'ils ont cherché par tous les moyens à essayer de nous condamner, mais il n'y avait pas de loi pour ça. Donc ça n'existe pas. J'ai déjà répondu à cette question. Mais la France, en tout cas, ne reconnaît pas les communautés et les races. C'est un article, c'est le cas. Mais les statistiques ethniques ne sont nullement interdites. Si vous voulez que je revienne là-dessus. Ouais, non, mais je veux être précis, hein. Les gens ne comprennent pas la différence entre statistiques ethniques et fichiers ethniques. Ce qui est interdit, et encore, il y a beaucoup de dérogations très faciles à avoir. Ce qui est interdit, c'est pas les statistiques ethniques, c'est les fichiers ethniques. C'est-à-dire, un fichier, c'est quelque chose dans lequel quelqu'un est fiché, par définition. Donc si vous mettez un fichier avec X est noir, Y est arabe, Z est asiatique ou je ne sais quoi, ça c'est un fichier ethnique. Mais pour faire des statistiques ethniques, vous avez nullement besoin des noms des personnes. Il y a une enquête que nous avions faite, par exemple, mais c'est faussé, ça veut dire que c'est pas très vrai. Lorsque, par exemple, cette même enquête a été refaite avec une autre méthodologie par le CNRS, Gare du Nord et Châtelet-Les Halles. Et donc les chercheurs sont allés, Gare du Nord, et ils ont dit, on regarde pendant 1 heure combien de personnes sont contrôlées par la police. Et on constate que sur toutes les personnes qui sont contrôlées, il y a une surreprésentation des jeunes noirs et arabes. En même temps, c'était où à Gare du Nord? Gare du Nord et Châtelet. Oui, surnommé Gare du Noir. Il y a une surreprésentation. Mais non mais... Il y a une surreprésentation parmi les personnes qui passent. Du diable, mais sur 100 personnes qui passent. Il y a une proportion majoritaire de noirs et d'arabes à ces endroits-là. Écoutez ce que je vous dis. Mais c'est vrai. Vous n'écoutez pas ce que je dis. Je parle très précisément. Une surreprésentation des noirs et des arabes parmi les personnes contrôlées par rapport à ceux qui passent. Donc sur 100 personnes qui passent, on va dire, le portillon de Gare du Nord. S'il y en a 50 qui sont noirs ou arabes, eh bien parmi ceux qui sont contrôlés, vous en aurez 6 à 7 fois plus que de blancs. Voilà ce qui ressort des travaux de Fabien Jobard, justement, chercheur au CNRS. Donc, il y a une surreprésentation, non seulement des Noirs et des Arabes à Gare du Nord, ben ça on le sait bien sûr, mais parmi cette population, de ceux qui sont contrôlés, il y a une surreprésentation des Noirs et des Arabes. Donc ça a été contrôlé, le ministre de l'Intérieur lui-même l'a reconnu à l'époque. Bon, donc aujourd'hui, il n'y a plus de débat autour de cette question, le délit de faciès, ça existe. C'est pas les jeunes de banlieue qui disent n'importe quoi en fantasmant. C'est une réalité démontrée. C'est dans tous les pays, de toute façon. Mais est-ce qu'on a le droit de dire, parce que moi je me fais l'avocat du diable, dans le sens inverse, comme ce qu'avait dit Zemmour, la majorité des délinquants sont noirs et arabes. Ça a été condamné d'ailleurs. Il a été condamné, hein, heureusement. Il dit des horreurs, des conneries aussi grosses que lui. Donc ça, on n'a pas le droit de le dire, donc. Il a été condamné. Donc on a le droit de dire, il y a trop de blancs à l'Assemblée, mais on n'a pas le droit de dire il y a trop de noirs dans les prisons. C'est un peu de poids, de mesure. Non, parce que vous n'avez pas écouté les propos. Il n'a pas dit il y a trop de noirs dans les prisons. Non, il a dit la plupart des délinquants sont noirs et arabes. La plupart des trafiquants sont noirs et arabes. Ce qui est faux. Parfaitement de la séquence. Ce qui est faux.
ce qui est faux. Oui, comment on fait pour le démontrer, puisqu'il n'y a pas de statistiques en théorie. Mais si, il y a des statistiques ethniques. C'est ce que je vous dis, elles ne sont alors, pas inégales. Alors, la plupart sont de quelle ethnie, alors par exemple, il y avait une enquête très intéressante qui avait été faite, je crois aussi par le CNRS il y a quelques années, dans l'Est et dans l'Ouest parisien sur les trafics de drogue. Ouais. Et elle montrait que dans l'Ouest parisien, alors c'est pas une enquête ethnique, mais géographique, bon, on peut peut-être tirer quelques conclusions après, elle montrait qu'il y a dans l'Ouest parisien plus de consommation et plus de vente de drogue. Ouais. En revanche, il y a plus d'interpellations dans l'Est parisien. Ouais, ça démonte pas alors, en tout cas ce qu'avait dit. C'est un indice assez fort qui montre bien que, en réalité, il y a beaucoup plus d'intensité, de contrôle aux faciès, etc., sur un certain nombre de populations, en l'occurrence les Noirs et les Arabes. Et quand M. Zemmour dit la plupart des trafiquants sont Noirs et Arabes, c'est faux, non seulement sur la question de la drogue, mais dans l'ensemble. Moi, j'ai regardé les listings de HSBC, par exemple. Vous savez, on nous a dit qu'il y a des gens qui font de l'évasion fiscale. Mais j'ai pas vu de Noirs et d'Arabes dedans. Oui, bien sûr. Quand on regarde, par exemple, la fraude fiscale, c'est des dizaines de milliards d'euros qui sont perdus. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la police va chercher certaines personnes et pas d'autres. C'est-à-dire que si vous faites 20 grammes s'il y a beaucoup de Noirs et d'Arabes en prison, c'est parce qu'on va plus chercher les Noirs et les Arabes. Exactement. C'est un peu tiré par les cheveux. La délinquance financière, par exemple, n'est pas du tout recherchée. Ouais. Et même Sarkozy voulait même dépénaliser carrément le droit des affaires. Donc, bien sûr, oui, la délinquance financière, donc il y a des dizaines de milliards d'euros qui sont perdus chaque année, qui sont volés. Oui, en l'occurrence, il parlait des trafiquants de drogue, on va pas se mentir, il parlait des dealers. Ah ben, mais quand on parle des prisons, des dealers de banlieue, mais les trafics, on le sait, les trafics d'influence, trafics financiers, ça fait partie des trafics. Hein. Oui, mais il faisait pas référence à ça particulièrement. Eh bien, même sur ça, je vous le dis, l'enquête qui avait été faite par le CNRS montrait que les trafics sont plus importants dans l'Ouest parisien que dans l'Est. Mais comme il n'y a pas d'interpellation dans l'Ouest parisien parce qu'on veut pas embêter le petit bourgeois, eh bien, on va dans le par les cheveux. C'est une enquête qui a été faite. C'est une enquête qui a été faite. Et nous sommes en train de poursuivre cette enquête, d'ailleurs, avec des travaux avec Fabien Jobard, toujours lui, parce que il a... Vous avez lu le livre de Didier Fassin, par exemple? Non. Qui est sorti récemment. Lisez Didier Fassin. Et vous verrez effectivement que les policiers ne vont pas nécessairement là où il y a le plus de délits, là où il y a le plus de trafic. Il y a évidemment une sélection. D'abord, dans l'ensemble de la délinquance en col blanc est complètement écartée. Alors ça, on est bien d'accord. Donc on focalise sur les petits, oui. Et parmi les petits, on focalise sur notamment les petits noirs et les petits arabes. Oui, mais c'est un peu se cacher derrière son petit doigt. Le principe de réalité qui veut que là, si on prend la voiture et puis on fait le tour des banlieues, si on a l'honnêteté intellectuelle, on admet que c'est une réalité qui a bien plus de trafic, effectivement, dans ces communautés-là que dans les autres. C'est ce que vous croyez savoir. En toute honnêteté intellectuelle. Mais toutes les enquêtes ont été faites. Moi-même, je suis classé dans cette communauté. Non, donc, mais vous voyez, il y a des enquêtes qui ont été faites en France sur cette base géographique, pas ethnique. Mais des enquêtes ethniques, il y en a eu aux Pays-Bas. En Angleterre, aux États-Unis, elles démontrent le contraire de ce que vous dites. C'est-à-dire quoi? Qu'il y a moins de Noirs et d'Arabes que de Blancs, par exemple? Aux États-Unis, par exemple, les Noirs et les Latinos consomment et trafiquent moins de drogue que les Blancs. Mais ils sont beaucoup plus exposés aux sanctions policières et judiciaires. Ça voudrait dire que donc les Noirs et les Arabes se font juste plus arrêter parce qu'ils sont Noirs et Arabes, mais en fait tout le monde trafique autant. Lisez par exemple Michael Alexander, lisez les travaux très importants. Et vous savez qu'il y a à l'Assemblée Générale des Nations Unies une assemblée qui sera une séance qui sera consacrée en 2016 à la politique antidrogue dans le monde. Cette politique antidrogue, elle a été formatée par Nixon en 72, c'est la fameuse War on Drugs. Oui, bien sûr. Oui. Eh bien, aujourd'hui, dans le monde entier, on veut réviser cette politique antidrogue pour 3 raisons. 1, elle est inefficace. 2, elle coûte très cher. Et 3, elle est raciste. Et l'Assemblée Générale des Nations Unies a dit, ces 3 raisons-là nous obligent à réviser la politique antidrogue. Et effectivement, lors de cette assemblée, lors de cette session de l'Assemblée Générale, l'année prochaine, c'est en 2016, on va essayer, c'est pas moi, c'est les Nations Unies, vont essayer de proposer un nouveau modèle sur la question des drogues, mais en effet, ce qu'ils ont déjà dit, c'est qu'il y a évidemment des conséquences racistes très fortes sur cette politique antidrogue parce qu'elle vise les minorités ethniques. C'est pas moi qui le dis, c'est les Nations Unies. Ouais. Mais il faut être renseigné sur ces questions. Oui, mais bien sûr. Moi, ce que je sais, en tout cas, justement, les Nations Unies, il faudrait bien se renseigner pour savoir que justement, c'est précisément la CIA qui a introduit les drogues aux États-Unis dans les ghettos noirs avec le projet Control Pro, c'est ce que je vous dis, etc. Et c'est ce que disent les Nations Unies précisément. Okay. Donc, parce que c'est précisément sous la pression des pays du Sud que cette révision des politiques publiques va être faite pour contrecarrer la war on drugs de
Nixon, de la CIA, qui ont instrumentalisé justement cela contre les minorités ethniques. Vous êtes en train de dire ce que je suis en train de dire. Moi, donc on est d'accord, c'est bien ce que je dis. Sur ce point-là, effectivement, qu'il y a eu une politique qui visait les Noirs et les Arabes. Mais voilà. après, nous dire que il y a plus d'arrestations de ce côté-là et pas de l'autre. Oui. Moi, je pense que les trafiquants, quels qu'ils soient en France, on les arrête aussi. Oui, on va faire la petite pause parce que je vois le temps passe, effectivement. Donc, on va faire une petite pause et puis après, on va prendre des questions. Alors là, elles sont, si j'ose dire, nombreuses et nombreuses. On pourra peut-être même pas répondre à tout parce que forcément, on va essayer de répondre au maximum en tout cas. Moi, donc, voilà. Et ben, je vais prendre les questions des métanotes. On fait la pause. On revient juste après. À vous, la régie. Voilà, donc reprise de la libre antenne, toujours avec lui Georges Tin, toujours le thème communautarisme, fantasme, réalité. On va répondre aux questions des métanotes. Juste avant qu'on passe aux questions, moi aussi j'avais quand même une petite dernière question. C'est au niveau, juste pour faire la transition avec ce qu'on disait quand même juste avant, au niveau de la liberté d'expression, est-ce que justement en France, il n'y a pas un problème justement précisément sur ce problème communautaire, puisque on ne peut rien dire. Et vous, par exemple, dans le cas de Dieudonné, est-ce que vous positionnez pour le laisser parler ou au contraire vous dites c'est très bien ces condamnations, on va condamner tout ça? Moi, j'ai pas l'impression en France qu'on ne peut plus rien dire. Je prends le cas de Dieudonné, justement, je prends précisément le cas le plus polémique. Non, je crois que Dieudonné est un cas très particulier. Il y a chez lui, dans ses propos, le meilleur et le pire. C'est-à-dire qu'il y a des choses très vraies, très, très bien vues, très bien senties qu'il dit. Et puis à côté de ça, il dit aussi des horreurs. Et moi, je ne lui pardonnerai pas, si j'ose dire, d'avoir donné même un prix de l'infréquentabilité à Forisson. Et des chansons sur la Shoah, ça ne me paraît pas adapté. Voilà, ça ne me paraît pas digne. Et donc, il y a chez lui des propos très intelligent, il a du talent incontestablement, ça personne ne le remet en cause. Mais il y a des analyses sur la société qui sont très vraies, qui sont très justes, qui sont très percutantes, et puis tout cela est gâché parfois par un certain nombre d'attitudes extrémistes, inqualifiables, et je le regrette. Mais c'est pas plus grave aussi parce que les propos d'un Finkielkraut, de tous ces gens, d'un Jean-Yves Camus, ces gens-là, ils crachent des fois même sur la communauté noire, ouvertement. Alors, là, vous avez raison. Je pense à des gens comme Zemmour, par exemple, Zemmour, qui dit des choses tout aussi graves, sinon plus, et qui, lui, en revanche, est célébré, fêté. Il se passe rien. Voilà. Et ça, c'est parfaitement scandaleux. Et quand Dieudonné parle de deux poids, deux mesures, sur ce fait, il a raison. Il est clair que s'il n'était pas noir, je pense qu'il n'y aurait pas eu un pareil acharnement contre lui, alors qu'Éric Zemmour, il est fêté, célébré un peu partout. Cela dit, Éric Zemmour commence à voir son étoile se pâlir, son espace médiatique qui est très important, se réduit quand même progressivement. Il n'est plus sur France 2, il n'est plus sur France O, il a été viré d'ITélé, je crois qu'il faut qu'il soit viré définitivement, effectivement. D'accord. Et une dernière question aussi, hein, enfin, pour ma part, mes questions avant qu'on passe aux métanotes, mais il y a une question aussi qui me taraude quand même, et je l'avais vu tout à l'heure aussi sur le chat, mais c'était par rapport aux propos qui ont été tenus très récemment par Georges Paul Angevin, donc qui est notre ministre de l'Outre-mer, qui a fustigé un peu la fameuse lettre qu'avait écrit Joël Ursule. Vous êtes au courant de l'affaire, j'imagine bien. C'est quoi votre position de tout ça? Parce que moi, ce que je voudrais préciser, c'est que quand j'ai entendu Madame Paul Angevin s'exprimer, j'ai reconnu une forme de discours d'État officiel depuis le livre de Pétré-Grenouillot, d'Olivier Pétré-Grenouillot, qui a substitué l'idée de l'esclavage justement à, on va dire, à non pas un génocide, mais un simple commerce dans lequel justement il voudrait carrément nous expliquer carrément les esclaves, on en prenait soin, etc. C'était limite la belle vie d'être esclave, valait mieux limite être esclave que paysan dans la Creuse selon ce monsieur Grenouillot. Et aujourd'hui, je vois que c'est un livre qui a été couronné, prix du Sénat, etc. Et qui, aujourd'hui, on voit bien, est le discours officiel de la position de l'État. Vous en pensez quoi, vous, de cette réaction? Alors, je crois que M. Hollande a eu tort de dire ainsi la Shoah, le plus grand crime contre l'humanité. De tous les temps. Car on ne peut pas d'un côté dire il ne faut pas faire de hiérarchie et être le premier soi-même à en faire. Par exemple, il y a eu au Congo, en RDC, à l'époque de Léopold, entre 6 et 30 millions de morts selon l'encyclopédie Britannica. C'est-à-dire qu'à l'époque où le Congo était une colonie propriété personnelle du roi Léopold, il y a eu en quelques années, même pas 20 ans, entre 6 et 30 millions de morts selon l'encyclopédie Britannica. C'est pas moi qui le dis. Bon, ben voilà.
Donc on ne peut pas dire que ce soit le plus grand crime contre l'humanité, et cette hiérarchie ne nous intéresse pas. Donc M. Hollande a eu tort, par conséquent Joël Ursule a eu raison, et par conséquent Mme Paul Angevin, je le regrette, a été plus que maladroite. En voulant défendre M. Hollande, je la comprends, mais je crois qu'elle a été maladroite, et effectivement il fallait que Joël Ursule prenne la parole, et pour dire ce qu'elle avait dit, et qu'elle a fort bien dit. D'accord. Alors, je vais prendre les questions des métanotes. Je sais que vous êtes impatients depuis tout à l'heure. Alors voilà, je prends par exemple la question. Alors, Razien, il dit, s'il y a des groupes discriminés à la télé, n'est-ce pas parce qu'il y a aussi des groupes discriminateurs? Bien sûr, mais l'État, dans sa structure, le groupe majoritaire... Non, mais là, c'est pas forcément l'État à la télé. Il y a des groupes privés aussi. Oui, mais en fait, c'est des forces sociales d'inertie. C'est-à-dire que dans la société, les Noirs et les Arabes sont discriminés, à la télé aussi. Je veux dire, c'est assez logique. La télé n'est pas très différente de la société en général. C'est-à-dire qu'un journaliste noir arrive, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? On va le mettre éventuellement au sport, dans le meilleur des cas. C'était ça un petit peu l'idée. Donc, je crois qu'il fallait combattre ce préjugé. Nous avons essayé de le faire avec d'autres. Aujourd'hui, ça a progressé, ça n'est pas suffisant, notamment parce que, comme je le disais, d'un point de vue qualitatif, les choses n'ont pas avancé. L'image de l'arabe reste une image stéréotypée. Le jeune de banlieue qui est soit inerte, soit oisif, soit dangereux, soit terroriste, ça évidemment c'est des choses qui restent, donc il faut travailler là-dessus. La fiction française par exemple n'est pas représentative du tout de ce pays, ça c'est quand même calamiteux. Il n'y a qu'à comparer les fictions américaines et les fictions françaises. Vous savez comment les États-Unis sont devenus la première puissance du monde? C'est notamment par le pouvoir culturel. Ouais. Parce que première puissance financière, ça va pas durer très longtemps, ils sont même déjà dépassés. Les armes aussi. Il y a la puissance militaire, mais ce qui est encore plus fort, c'est la puissance culturelle, c'est-à-dire le gouvernement des âmes. Même les pays qui détestent les États-Unis, mais ils achètent quand même des Nike. En fait. Et ça vient de la puissance culturelle, parce que les gens voient des films, ils aiment américains, même quand ils détestent les États-Unis, ils aiment quand même américains. Et comment est-ce que le pouvoir du cinéma américain est devenu tel? C'est pas compliqué. Dès le début, lorsqu'on voulait faire un film aux États-Unis, on voulait s'assurer de le vendre à un maximum de gens, c'est la logique commerciale. Et donc on testait les films sur les minorités ethniques. On faisait voir le film à des Irlandais, à des Latinos, à des Noirs, à des Allemands, et on leur disait, si ça vous plaît pas, dites-nous pourquoi. Et du coup, on s'est arrangé pour que ça plaise à un maximum de gens aux États-Unis et aussi dans le monde, notamment en faisant venir des acteurs internationaux. Il y a toujours eu, de tout temps, beaucoup d'acteurs français, latinos, italiens, anglais, dans le cinéma américain, parce qu'on disait, si on veut vendre un film aux États-Unis, on veut le vendre politique aux des Italiens. Quotas aussi là-bas dans le cinéma, c'est obligatoire. Non, c'est très... Il y a, je sais plus, des très noirs. peu de quotas. Voilà, il y a des Il y a quotas très peu de pour les quotas, noirs. pas dans le cinéma de toute façon. Et la politique des quotas, c'est de toute façon les années 60-70. Mais depuis les années 20-30, ce cinéma américain, il s'exporte dans le monde entier parce qu'il a intégré la diversité pour des raisons commerciales. Je veux dire que quand vous faites un film... Et politique, mais bien après, c'est vraiment le business qui a été premier. On se disait, si on veut vendre un film aux latinos, il faut mettre des acteurs latinos dedans. Et ça serait évident, ça serait absurde de mettre des propos anti-latinos si vous voulez vendre aux latinos. Alors je dis pas que le cinéma américain n'a jamais été raciste, mais je dis que pour une logique business, dès le début, on a essayé d'intégrer les différentes communautés pour le vendre aux États-Unis et au monde entier. Et le cinéma français, justement, souffre beaucoup de ça. Mais il y a beaucoup de films maintenant où il y a des Noirs et des Arabes, il y a énormément. Ça commence à changer. Le plus grand succès de l'année, c'est un Noir à la tête d'affiche. Mais justement, parce qu'ils ont pris conscience de ça dans les années 90-2000, on a pris conscience de ça à la télé, on a pris conscience de ça dans le cinéma, et on s'est rendu compte qu'effectivement, mettre des minorités dans les films, ça n'est pas nécessairement un échec. La preuve, les ch'tis, qui sont une minorité bien française, la preuve intouchable, avec un homme en fauteuil roulant et un noir de quartier, on s'est dit, finalement, ça n'est pas un obstacle économique. Il n'y a pas plus que ça, justement, même dans le cinéma aujourd'hui, parce que moi, je vois ces beurre sur la vie, jambon. Mais je veux dire, il y a des gens, Dubois, il y a des gens qu'on ne voyait jamais, au fond, au cinéma. Le cinéma français, en général, c'était le 6e et le 7e arrondissement. Oui, mais ces films, c'était ça. Ces films-là, pendant des années, qui mettent en avant les Noirs et les Arabes, il y en a plein. Et pas seulement. Oui. Et pas seulement, je veux dire, par exemple, tous ces films qu'on voit sur Marseille, qui se passent, etc. Moi, je suis content. Les ch'tis, par exemple, c'est pas les Noirs et les Arabes, mais c'est des gens qui ne sont pas nécessairement les bourgeois du 6e et du 7e arrondissement. Donc, de leur gueule, on va pas être... Certes, on se moque d'eux. Certes, ils ont même prolongé dans une émission télé les ch'tis à Ibiza, etc. Je dis pas que c'est formidable, mais je dis qu'on ne voyait pas ça avant,
et on ne voyait pas non plus intouchable, et parce que le cinéma français, avec beaucoup de retard, a compris, comme le cinéma américain, que la diversité, mais pas seulement les Noirs et les Arabes, la diversité du pays tout entier, était importante si on veut vendre le pays tout entier. Le cinéma français ne peut pas se passer dans 2 arrondissements parisiens, c'est pas possible. Non, c'est clair. Enfin, moi qui suis ch'ti, alors, ouais, ça se voit pas. Ah, ça se voit pas forcément. C'est pour ça que ça va être compliqué le classement. avec les mecs comme moi, ça va être compliqué. Parce que je suis un vrai ch'ti en plus. Et franchement, voilà, je trouve que c'était un peu désobligeant pour les ch'tis. En tout cas, on se moque de l'accent, on se moque du mode de vie. Bon, je suis d'accord. Voilà, comme si les ch'tis étaient des méchants. Alors, on me dit quoi encore? Ah, voilà. Alors, ne serait-ce pas financer les réparations par le contribuable français, une fois de plus le dadon de la farce, entre guillemets, envers une poignée de privilégiés dans le but d'obtenir des marchés juteux et profitables aux seules multinationales? C'est-à-dire que ça leur fait peur, hein, qu'ils se disent, cet argent-là, on va donner de l'argent, on sait pas trop à qui, et en plus, c'est parce qu'on va taper dans le portefeuille de qui? Parce que tout à l'heure, vous avez mentionné des sociétés qui ont participé à l'esclavage. Mais c'est pas eux qui vont payer la facture, c'est l'État. Dans ce que nous demandons, en tout cas, nous disons que les entreprises qui ont eu maille à partir avec l'esclavage doivent payer ce que j'appelle le 1% réparation, une somme qui doit aller dans un fonds destiné à des actions culturelles ou sociales. Y compris les banques, par exemple, la banque Lazare, par exemple, la banque Rothschild, tous ces gens-là. Toutes celles qui ont trempé dans des crimes contre l'humanité, y compris les banques. Quand je vous ai dit que nous avons attaqué la Caisse des dépôts et consignations, c'est une banque. Le Crédit Suisse est une entreprise qui figure sur notre liste de priorité. Je ne vous dis pas qu'on va l'attaquer demain matin, mais c'est très probable, on l'a déjà dit une fois ou deux. Donc, le Crédit Suisse et quantité d'autres. Il y en a une qu'on va attaquer d'ici 2 mois maximum, donc je ne le dis pas maintenant, on va l'annoncer un peu plus tard, mais une très grosse banque française. Oui, bien sûr, toutes les banques sont concernées. Puis ce commerce, il était un petit peu, j'ai presque envie de dire, mondialisé, si j'ose dire, déjà à l'époque. Oui, bien sûr. Pas que la France. On peut parler de l'Italie, avec les Venise, Gênes. On parlait de l'Angleterre, des Pays-Bas, de l'Espagne, du Portugal. Même le Danemark, j'ai vu, avait participé à l'esclavage. Même la Suède avait participé. Et la Suisse. Donc, la Suisse n'a pas de frontières maritimes, mais la Suisse a financé beaucoup de choses. C'est vrai. Donc ces pays-là, on a attaqué tous ces pays d'Europe. Dans ces pays, j'ai des amis en Suède qui travaillent sur la réparation, parce que la Suède aussi a pratiqué l'esclavage. Et on pourra les taper au portefeuille du roi d'Arabie Saoudite aussi, par exemple. Eh bien, c'est le roi d'Arabie Saoudite est concerné, que les pays africains qui ont subi justement cette traite orientale fassent leur travail. Oui, ce qu'il y en a eu.